Donc, on se retrouve en compagnie de Jérémy qui me fait le plaisir de répondre à ma sollicitation. Jérémy, déjà, bonjour. Salut, Comment vas-tu? très bien et toi? Ça va, merci bien. Encore une fois, merci de jouer le jeu, de répondre à cette sollicitation, à cette interview que je t'ai demandé. C'est vrai que ça fait Pas un de petit problème, moment avec plaisir. que je suis sur les différents réseaux, notamment Insta, où t'es actif, t'as un très joli parcours et c'est vraiment pour ça que je voulais que tu interviennes donc dans ce podcast. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, s'il te plaît? Donc moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 36 ans. Donc aujourd'hui, je vis principalement de mes loyers immobiliers, même à 95%, on va dire. Voilà, j'ai quitté le salariat en 2019, fin 2019. Voilà, j'ai commencé le salariat en 2011. Donc, euh, donc mon parcours est un peu atypique, même si j'en parle très peu dans mes réseaux, même si c'est pas bien, parce que comment dire, Transparence. hein, voilà, c'est ça. Et puis même sa story, etc., son storytelling, comme on dit, c'est important. Moi, en fait, j'ai un parcours atypique parce qu'avant, j'étais dans le sport, dans le football. Donc, j'étais dans un centre de formation de football de 14 ans à 19 ans, donc à Niort, c'est à côté de La Rochelle, bref. Et ce qui fait que j'ai arrêté les études très tôt. J'ai arrêté les études après la troisième. Et ensuite, là-bas, comme j'avais entraînement 2 fois par jour, on m'a obligé à faire un BEP vente parce qu'il fallait bien avoir des études ou un diplôme en sortant de là. Et comme il y a peu d'élus dans ce milieu-là, donc j'ai passé un BEP vente. Et à 19 ans, donc bon, j'ai quand même, voilà, j'ai déjà été remplaçant en Ligue 2. Bref, j'ai été à un niveau, on va dire, correct. Mais après, j'ai pas réussi à percer vraiment. Ok. Et ce qui fait que je me voyais pas jouer dans des divisions inférieures parce que c'est mal payé et j'avais quand même un peu d'ambition. Donc j'ai décidé en fait de passer un baccalauréat en candidat libre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon à l'époque j'avais besoin d'argent, j'ai trouvé un job dans une maison de retraite de nuit. Et D'accord. à l'époque, il n'y avait pas de 4G, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait rien du tout. Ce qui fait que ça m'obligeait à réviser parce que j'avais vraiment rien à faire à part surveiller les chambres toutes les 2 heures. J'avais un bouton et je devais appuyer pour montrer que la personne âgée était toujours dans sa chambre. J'avais rien à faire. Ce qui fait que ça m'a obligé à réviser. Et ça tous les jours, quand tu révises 6, 7, 8 heures par jour ton bac, entre guillemets, j'avais jamais été au lycée. Et bah j'ai eu mon bac comme ça, j'ai eu un bac littéraire parce que c'était plus facile quand tu pars de zéro. Ok. Et après je suis allé à la fac, donc je suis allé à la fac de Nice parce que je voulais également changer de région. Donc j'ai vécu un peu sur la Côte d'Azur. Et ensuite bah j'étais tellement motivé par l'économie et la finance que j'adorais ça. J'ai travaillé et puis après j'ai postulé à la Sorbonne pour faire mon master 1 et master 2. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du travail. Et ensuite, j'ai commencé au Luxembourg. Pourquoi au Luxembourg? Parce que je voulais un peu bouger de la France, je voulais voir autre chose. Et puis au Luxembourg, moi en plus, je suis rentré dans le monde du travail en pleine crise financière. C'était en Mm. 2010, 2010, 2011, etc. Le marché du travail était un peu plus difficile dans la finance. Et au Luxembourg, c'était un pays encore en croissance. Et voilà, j'ai trouvé mon premier job. Donc, je faisais de l'audit financier. Donc, je validais les comptes des sociétés. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre vraiment, Les chiffres. à part, voilà, à part mes études qui m'ont permis vraiment de comprendre la finance. En plus, à Sorbonne, c'était un magistère, donc c'était quand même du haut niveau. Là, au Luxembourg, j'ai vraiment appris à comment marchent les sociétés, comment ils faisaient du bénéfice, et j'auditais principalement des fonds d'investissement. Donc voilà. Très Ce qui fait intéressant. que voilà, j'ai vraiment compris comment marche la finance parce que justement, je regardais les portefeuilles des fonds d'investissement. Il y avait des fonds d'investissement un peu partout, que ça soit en microfinance, sur voilà des thématiques plus private equity, qu'ils investissent dans des actifs dont l'immobilier peu liquide, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir les rendements qu'ils faisaient, etc., etc. Et après, je me suis dit pourquoi moi je pourrais pas investir, même si j'ai pas d'argent comme les fonds, je suis pas milliardaire. Et bon, après, les fonds, c'est l'argent de beaucoup de monde réuni. Et en même temps, le salariat me plaisait pas trop. Je travaillais beaucoup, etc. Je me sentais un peu renfermé. Je me suis dit, bah, je vais essayer moi-même d'investir mon argent. Et à l'époque, donc c'était en 2012, donc c'était ma première année de salariat. Il n'y avait pas de formation, tout ça. Il n'y avait rien Non, ouais. sur Internet, sur YouTube.
Je sais même pas sur YouTube si à cette époque-là, il y avait, allez, peut-être une ou deux personnes qui parlaient d'immobilier sur YouTube. Je pense même pas. Peut-être qu'il y en avait, mais voilà, je me suis démerdé tout seul. Et en fait, voilà, donc j'ai commencé à investir. Mon premier investissement, c'était en 2012, c'était un immeuble de rapport. Direct. Voilà, direct. Ouais. Direct, pourquoi? Parce que à l'époque, j'avais fait une étude de marché et je voyais que les immeubles de rapport étaient moins chers à l'unité que Bien sûr. les comment dire que les appartements. Et puis en fait, moi comme à l'époque, je voulais pas payer d'impôts, je voulais faire du LMNP. Et tous les immeubles de rapport que je regardais, la plupart, hein, à l'époque, maintenant ça a beaucoup changé, mais à l'époque il y avait plus d'opportunités par rapport à ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'immeubles de rapport qui étaient vraiment dégueulasses. Ça veut dire vraiment à rénover, mais presque totalement. Mhm. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités en termes de prix, même s'il y en a toujours aujourd'hui, hein, j'en vois, hein, etc. Mais à l'époque, sur les immeubles de rapport, il y avait beaucoup d'immeubles vraiment à rénover. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter mon premier immeuble de rapport et à faire de la division immobilière. Parce que comme je rénovais des immeubles, à chaque fois, je me disais, mais attends, si je fais un appart là, ça va être trop grand. Parce que moi, j'aime bien louer des surfaces un peu plus petites. Mhm. Je dis petite, c'est 25, 30 mètres carrés, voilà, par là. Je vais jusqu'à 50 mètres max. Et je me disais, mais pourquoi j'en fais pas un là de plus? Et au fil à aiguille, j'ai appris en me disant, bah, si j'en fais un de plus, qu'est-ce que je dois respecter, le plan local d'urbanisme, etc. Bref, j'ai commencé vraiment à comprendre comment marchait l'immobilier. Comme j'avais des bases financières de calcul, voilà, calcul de renta, etc., je faisais mes arbitrages. Si j'en rajoute un, qu'est-ce que ça va me faire en termes de rentabilité en plus, en termes de cash flow? Et pareil, après, j'étais analyste financier en banque, donc à la Rothschild, pendant plusieurs années. Et là, j'ai beaucoup appris également, parce que je conseillais des grandes fortunes, et je voyais que ces gens-là, qui avaient beaucoup d'argent, faisaient des emprunts immobiliers. Et je me disais, mais pourquoi ils ont autant d'argent, ils font de l'emprunt? Et après, au fil à aiguille, je comprenais que les taux étaient tellement bas, ils faisaient de l'effet de levier, ils s'enrichissaient encore plus. Et c'est comme ça qu'après, j'ai répété les investissements avec toute l'expérience que j'ai acquise via des grosses fortunes qui faisaient de l'effet de levier intelligemment. Et puis moi, avec mes faibles moyens, parce qu'à l'époque, voilà, j'avais pas beaucoup de moyens, mais j'ai réussi à lever pas mal d'argent pour faire de l'effet de levier avec des fortes rentabilités via de la division immobilière, via de l'immeuble de rapport et de la rénovation. Ah non, Voilà. c'est extra. En fait, c'est ce qu'on dit souvent, de s'inspirer des personnes plus avancées que nous, qui ont plus Ouais, d'expérience. exact. Et tout simplement, en fait, on réinvente pas la roue, on copie des stratégies qui marchent déjà. Et c'est ce que tu as fait. Ouais, donc c'est vraiment top. Et alors du coup, tu as anticipé, c'est très bien. Mes deux prochaines questions qui étaient comment as-tu découvert l'investissement immobilier? Donc tu nous en as parlé. Comment t'as appris? Bah, t'as appris sur le tas finalement. T'as... Franchement, j'ai tout appris sur le tas. Et beaucoup me disent, tu t'es formé avec qui, etc. Je me suis formé avec personne en fait. C'est juste que je voulais juste être indépendant parce que j'aime bien cette notion de liberté. Moi, ça m'intéresse pas d'être riche, d'avoir une grosse voiture. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, même maintenant, hein, même si j'ai réussi à devenir plus libre, c'est vraiment me dire, voilà, je fais ce que je veux quand je veux. Si je veux, voilà, pas travailler aujourd'hui, je travaille pas. Si demain je veux bosser, je bosse. Et Ouais, bien sûr. c'est surtout ça qui m'intéresse, cette liberté d'entreprendre, de faire les choses, voilà, que la richesse en elle-même, d'avoir une grosse voiture, tout ça, ça c'est pas ma priorité. Et c'est ça qui me motivait. C'est pour ça que l'immobilier, j'ai commencé par l'immobilier, même si j'investis sur les marchés financiers. Voilà, j'ai des compétences sur les marchés, etc. Mais l'immobilier pour moi c'était plus facile parce que en partant de zéro, j'avais pas d'épargne. Bah Donc oui, le fait de pouvoir emprunter de l'argent, utiliser cet effet de levier, ça m'a permis d'aller plus vite que bien sûr. si demain avec 5 000 € j'investis en bourse, le temps d'être rentier, il faut que j'investisse sur l'action la pépite et j'ai une chance sur 50 000 d'y arriver. C'est Donc clair. c'est pour ça que j'ai préféré l'immobilier pour démarrer. Donc on peut dire justement que euh, ce fameux pourquoi dont on a tous besoin pour comme moteur, toi, ce serait vraiment cette soif de liberté, d'entreprendre et d'agir, voilà, de pas avoir de compte à rendre et puis d'être un peu libre de tes C'est mouvements, ça. quoi.
Ouais. exactement. C'est ça. Bah, Bah, on en parlait juste avant, en off, quand tu me disais que voilà, parce que moi je vends de la formation, je te disais que je faisais pas de webinaire, parce que les webinaires, ça me fait chier, il faut les faire à 20 heures, et à 20 heures, moi j'ai ma famille, je dois coucher les enfants, etc. Donc je sais que je perds de l'argent en n'en faisant pas, parce que ça vend beaucoup les webinaires, mais j'en fais pas. Ou j'en fais, c'est très 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 rare, j'ai dû en faire un en 2 ans là, c'est parce que bah ça m'embête tout simplement. Donc, je le fais pas. Et ouais, c'est ouais, ça que j'aime bien, c'est pouvoir au moins, arbitrer par t'es rapport aligné. à. T'es aligné par rapport à ce que tu veux de ta vie. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Dans tes projets immobilier, je pense que tu as certainement rencontré des galères comme tout le monde. Euh, ou alors si tu n'en as pas rencontré, c'est que tu es un extraterrestre, mais peut-être. Est-ce que tu peux nous en Non, faire non, j'ai pas part des plus marquantes à tes yeux et puis comment tu as pu corriger, rectifier le tir, voilà, ce que tu en as tiré comme leçon à travers ces galères justement. Bah, moi, les galères le plus difficile, parce que moi, je fais de la division, donc obligatoirement, c'est pas de l'immobilier comme tout le monde. Quand tu divises des maisons, une maison, par exemple, tu divises une maison en plusieurs appartements, tu as des règles à respecter. Il y a la rénovation d'air qui est un peu plus technique, parce que t'as de la plomberie à gérer, t'as des colonnes électriques, t'as Enedis, tous ces acteurs-là qui viennent, que quand tu achètes un appart et que tu refais le papier peint ou la peinture et le parquet, c'est complètement différent, c'est pas du tout les mêmes compétences. Et le plus difficile pour moi, là c'était mon dernier projet j'ai divisé un immeuble en 11 appartements, c'était Enedis le plus difficile. Pourquoi? Parce que bon, il faut savoir que maintenant Enedis est propriétaire des colonnes dans les immeubles. Donc, quand tu as une nouvelle colonne à faire, ça veut dire une colonne électrique pour aller dans chaque appartement. Ouais, Tu as Enedis qui vient, qui te dit la démarche à effectuer, où tu mets la colonne. En fait, on va dire c'est eux qui t'imposent exactement ce que tu dois faire. Et après, tes artisans, bah voilà, essayent de respecter à la lettre ce que fait Enedis. Le problème que j'ai eu avec eux, c'est que les délais n'ont jamais été respectés. Par exemple, le mec, il me dit dans 3 mois on repasse, il repasse dans 6 mois. Euh, Quand tu as fini ta colonne, ensuite eux, ils doivent venir pour faire, je sais plus le mot exact, mais on va dire, pour être simple, la brancher dans la rue pour que ta colonne elle soit directement, bah, pour que ton immeuble puisse pour être alimenter, ouais. fourni en électricité. Donc ça, pareil, les délais n'ont pas été respectés par rapport à ce qu'ils m'ont dit, voilà. Ensuite, tu as les compteurs Linky. Donc moi, j'en avais 11 à mettre, même 12 parce que j'avais le hall de l'immeuble justement à fournir en compteur. Pareil, ça, ils outsourcent, donc ils délèguent ça à des sociétés privées. Ils respectent pas leur délai du tout. Ça veut dire qu'ils vont te donner une date comme, je sais pas moi, le 4 septembre. Le 4 septembre, tu vas appeler, il y aura personne qui te répond et finalement, ils vont venir le 14. Donc toi, qu'est-ce que tu peux? Toi, t'es en galère. Pourquoi? Parce que il faut que tu aies tes compteurs Linky qui soient en marche, que tu aies ton numéro de compteur, etc., pour que tu puisses mettre un locataire dedans. Mais à chaque fois que tu as du retard, moi, personnellement, dans ce projet-là, chaque mois de retard, c'était 6 500 € de loyer. Tu vois? Ouais, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si eux, ils te mettent 3 mois de retard, ça te fait 18 à 20 000 euros, ce qui est ouais, beaucoup d'argent. ouais, Tu carrément. vois? Et, euh, et en fait, voilà, moi, mes artisans, la société avec qui je travaille, c'est des sociétés de tout corps d'État, il n'y a pas de problème, j'ai peu de soucis vis-à-vis des rénoves, tout ça, il y a toujours tout qui a été fait. Mais après, c'est par rapport à tout ce qui est Enedis, les retards, les engagements qu'ils prennent, qu'ils ne respectent pas. Donc moi, j'ai même dû prendre, juste pour pas te cacher vraiment les choses, c'est que Enedis, j'ai dû leur mettre la pression en leur disant, écoutez, vous m'avez donné une date par email. Moi, à cause de cette date, je perds tant par mois suite à votre retard. Et ben, je vais saisir la justice Ouais, pour avoir des dommages et intérêts. Il y a que comme ça que ça a bougé. Et encore, ils ont bougé. Ça n'a pas bougé aussi vite que ça, mais voilà, c'est vraiment les galères que j'ai reçues. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment stressé. C'est pas que ça m'a stressé, mais quand tu perds 20, 25 000 euros juste à cause d'autres personnes bien sûr. qui s'en foutent un peu que tu perdes 6 7 000 euros par mois, voilà, c'est de l'argent. Il y en a, ce sera peu d'argent. Pour moi, 25 30 000 euros, c'est de l'argent.
C'est même beaucoup d'argent. Donc ça, c'était un peu une galère que j'ai reçue sur mon dernier projet. À part ça, j'ai déjà eu un impayé d'un locataire. Ouais. Ça a duré C'était mon longtemps? seul locataire de mon... Bah en fait, c'était le seul impayé. En fait, moi j'ai toujours soit des étudiants, donc j'ai la garantie visale, donc j'ai jamais de problème d'impayé. Au pire, c'est l'État qui prend en compte. Ou sinon, j'ai toujours des garants, d'accord? Mais là, en fait, c'est un locataire qui, j'avais pas de garant. En fait, je m'entendais très très bien avec lui. Un peu trop? Euh, j'ai fait confiance, j'ai pas de garant. Et en fait, avec la crise Covid, il a perdu son, il était serveur, il était étudiant serveur et en même temps, il a perdu son job. Il a pas retrouvé de job étudiant. Il avait plus à gérer son loyer. J'ai trouvé un arrangement. Bah après voilà, j'ai dû, soit je le mettais en justice et voilà, j'allais attendre. On a préféré trouver un arrangement. Mais ça, c'était voilà, ça c'est de ma faute. Sincèrement, je pense pas que ça m'arriverait une nouvelle fois. Au pire des cas, j'aurais une assurance impayée. Euh, mais c'est moi qui a mal géré sur ce coup-là. J'ai donné trop confiance parce que quand pendant 10 ans t'as pas d'impayé. Moi aujourd'hui j'ai 25 locataires. Dans les 25, chaque année j'ai toujours eu mes loyers en temps et en heure. Et bah tu te poses pas la question, tu te dis ça peut pas m'arriver en fait. Et quand ça t'arrive, bah tu te dis finalement j'aurais dû prendre un garant ou j'aurais dû prendre soit une caution visale. J'aurais pu prendre une caution visale à l'époque, c'était gratuit. Là aujourd'hui j'aurais reçu mes loyers. C'est juste que j'ai fait confiance dans le rush avec toutes mes activités, parce que moi je gère mes biens. Bah malheureusement, je suis allé un peu trop vite. Donc voilà, on fait tous des erreurs. Ça m'est arrivé une fois, mais je pense pas que ça m'arrivera une seconde fois. Si ça m'arrive un impayé, euh, je serai couvert par une garantie garant ou garantie Visa ou autre. Mais là, sur le coup, j'ai voilà, ça arrive. Donc c'est vraiment mes deux seules mauvaises expériences dans l'immobilier. Qui reste, Mais bon, juste pour aussi, ouais, mais après, ça m'a pas impacté financièrement. Parce que moi, le loyer, il était de 385 euros. C'est un studio. Donc, comme j'ai que des immeubles de rapport, ça m'a pas impacté, en fait. c'est noyé. Ça, c'est très important. C'était noyé dans la masse. Donc, finalement, financièrement, je l'ai pas senti. C'est juste plus, pour sa fierté et son ego. On se dit, mais, Ma gueule, quoi. pour l'honneur, on se dit, mais le mec, il me respecte pas, il paye pas. C'est Ouais. plutôt ça qui est chiant, plutôt que financièrement, finalement. Ok. Si tu diversifies bien, c'est pour ça que c'est important de diversifier ses logements et pas. Par exemple, moi, je connais un ami qui a un immeuble, un appartement à Paris, il le loue 3500 euros par mois. Je lui dis, mais t'as pas peur? Ouais. Il me dit, bah, s'il paye pas, parce que bah, c'est chaud. Donc lui, il paye une assurance impayée au max, mais mieux vaut toujours diversifier Bien quand sûr. même son portefeuille. Je suis bien d'accord avec toi. Tu disais là, du coup, tu as 25 locataires, donc 25 lots, j'imagine. Ça représente à peu près Ouais, combien d'immeubles, à combien de temps de chez toi? C'est quoi un petit peu ta stratégie vu que tu gères tout donc seul? ça, ouais, donc moi j'investis pas plus qu'une heure de chez moi. Ok, Maintenant, parce que j'ai déjà revendu un immeuble qui était plus qu'une heure. Ça représente donc j'ai un immeuble de 8, un immeuble de 11 et j'ai un immeuble de 6 logements, donc ça fait trois immeubles. Voilà, ça me fait pour être transparent à peu près à peu près 8500 de cash flow net, sachant que j'ai investi il y a 10 ans et puis moi je joue beaucoup sur les crédits. Ça veut dire que mon premier crédit, juste pour te dire un exemple, hein, mon premier crédit en 2012, je payais 2000 euros par mois, j'avais 3300 euros de loyer. Aujourd'hui, ce même immeuble, parce que moi je garde sur le long terme, ce même immeuble, comme j'avais négocié une extension de crédit, aujourd'hui je paye 880 euros de mensualité. ouais, donc tu as J'ai rallongé, rallongé la durée. bien sûr. Je paye 880 euros de mensualité pour 3500 euros. Tu vois? Donc, en fait, moi, plus le temps avance, plus mes cash flows augmentent. Bien sûr. Parce que je fais des renégociations. Tant que les taux sont bas, tant que la banque centrale, euh, tant Tourner, qu'il y a ouais. du quantitative easing, bon, bref, c'est plus technique, bah, tant que les taux resteront bas, ce sera profitable aux emprunteurs pour faire du cash flow.
Et comme je dis souvent à mes participants de formation, ton cash flow à N, donc à l'instant T, sera pas le même dans 4 ans, 5 ans, parce que tu pourras allonger ton prêt, surtout pour les jeunes. Hein, si tu as moins de 40, 45 ans, tu peux le faire. Tu peux l'allonger, augmenter ton cash flow et voilà, et vivre mieux. Donc c'est pour ça que le cash flow, tout ça, beaucoup disent oui, c'est important, etc. C'est important, tout dépend. Si tu vis que de ça, oui. Si tu es salarié à côté, ton cash flow, tu t'en fous. Le plus important, c'est ton cash flow quand tu voudras arrêter de travailler. Donc, ça va. Le plus important, c'est surtout d'avoir un logement qui tourne avec de la forte demande locative, une rentabilité qui soit pas dégueulasse. Mais le plus important, c'est surtout d'avoir un cash flow qui puisse évoluer dans la durée. Ouais, c'est intéressant hein, Voilà. comme j'avais entendu moi parler lors d'un mastermind, il y avait un participant, il avait un immeuble en nom propre qu'il s'était racheté avec sa propre société. Comme ça, en fait, c'était le beurre et l'argent du beurre, ce qui fait qu'il gardait l'immeuble à travers sa société et il avait du coup il se prenait un gros chèque au passage vu qu'il se revendait à lui-même, quoi. Et j'avais trouvé ça assez extra comme, Après, faut faire attention à ça, hein, parce que des fois, bon, les impôts surveillent beaucoup ouais, pour voir si c'est vraiment le prix de marché. Et ok. de deux, tu as les frais de notaire à repayer, hein. Donc, Oui, faut faire attention. oui, oui, oui. Mais des fois, il y en a. Donc, des fois, c'est intéressant. Ça va dépendre vraiment du bien. Après, faut voir aussi, parce que si c'est en SCI derrière, ça dépend s'il a lié, il aura quand même l'IS à payer. Bon, faut voir. C'est des arbitrages à faire. Ça dépend vraiment de l'immeuble. Ouais. Mais, Mm. et du coup, tu parlais Moi, de, personnellement, je suis qu'en nom propre. Je suis qu'en nom propre donc pour t'es passé en l'instant. LMP. Je suis en LMP. Ouais. Pourquoi je suis pas en SCI pour l'instant? Parce que j'étais salarié avant, donc j'avais aucun intérêt. Pour moi, la SCI aujourd'hui, c'est intéressant. Par exemple, là, j'ai une société, par exemple, tu vois. Donc là, ma société, je touche du chiffre d'affaires, j'ai un bénéfice. Ce bénéfice-là, je le remonte en holding. Mm. Et avec sa holding, hop, ça me fait de l'apport et hop, je fais un prêt pour investir en SCI. Ça, c'est intéressant, tu vois. Après, quand t'es en nom propre, t'es salarié, tu sais, t'es en LMN, surtout si t'es en LMNP au départ, t'as aucun intérêt d'être en SCI, tu payes, mais il faut de la rénove, hein. Tu payes pas d'impôts, si, même quand tu seras en bénéf, bah, tu peux derrière réenchaîner, réinvestir, qu'au lieu de te prendre la tête avec une SCI, personne morale, frais comptables, bon, même si maintenant c'est plus trop cher comme à l'époque, mais tu as des frais de comptable, t'as des frais, voilà, de société, hein, tout simplement. Ouais. Donc moi, avant, j'avais pas l'intérêt en tant que salarié, mais maintenant, j'ai l'intérêt d'ouvrir des SCI. Ok. Ouais, parce que tu as une société commerciale à côté qui crache, je dis ça vulgairement, hein, mais qui fait du bénéfice. Donc du coup, c'est vrai qu'avec la holding, ça te permet de redispatcher, de te faire des apports, des. Ouais, non, mais c'est sûr. Exactement. Ok. Voilà. Avant, j'avais pas de société, donc je voyais pas l'intérêt de faire une SCI, Ok. sachant que je payais pas d'impôts pendant des années, parce que moi, comme je fais de la divise, dans la division, tu as énormément de rénovations. Tu Bien sûr. vois, souvent mes rénovations sont plus importantes que le prix du bien. Donc, je suis tranquille pendant des années en termes d'impôts, donc je voyais pas l'intérêt d'acheter en SCI. Ça, au niveau de la banque, ça me fait poser cette question. Le fait que des fois, tu as des banques qui tiquent à avoir des rénaux plus importantes que le prix du bien. Ça t'a jamais posé de problème? Alors les banques demandent plus d'apports souvent parce qu'il y a un peu plus de risques. Mais après, ça va dépendre. Le premier projet, ils vont te demander un peu plus d'apport. Après, non. Après, le risque des banques, c'est surtout le risque de faillite de société. Il y a beaucoup de chantiers qui s'arrêtent, surtout maintenant avec la crise Covid. En plus, moi, j'ai emprunté mon dernier projet juste pendant la crise Covid, en fait. Ok. Ça commençait la crise Covid, donc on était dans une incertitude totale. Mais le fait que j'avais déjà fait travailler avec la même société qui est déjà là depuis plusieurs années, qui m'avait déjà fait du bon travail, etc., etc., la banque est rassurée. Donc après, c'est un projet à vendre. Hein, Bien sûr. Bah oui, tu non, viens pas les mains dans les poches. Hein, il faut c'est clair. business plan. Après, voilà, c'est du Ok. travail de présentation de projet. Et toi, tous les biens que tu cibles, ce sont aujourd'hui un immeuble de rapport déjà divisé, ça t'intéresse pas? Non, parce que la renta sera pas. Moi, je vise minimum.
10% net, minimum. Après, je peux viser 8 ou 9 si je suis dans des emplacements vraiment premium. Bien sûr. Quand je dis premium, par exemple, moi j'ai un immeuble, je dis pas les villes parce que après, Mais, j'ai plein de messages sur Insta. Ouais, moi aussi je cherche là, t'as acheté où? En fait, j'aime bien. J'ai un emplacement premium. Bah, mon premier immeuble 2012. Je suis proche d'un tramway dans une ville de plus de 150 000 habitants. ok. Vraiment, tu vas aller à pied. Pour moi, à partir du moment où tu as un tramway, tu es dans une ville de plus de 100 000 habitants et que tu es proche à pied d'un transport en commun. Quand je dis transport en commun, c'est tramway, ligne de bus avec des bus toutes les 5-10 minutes, pas un bus qui passe toutes les heures, hein, toutes les Ouais. 5-10 minutes, et, ou un métro ou quoi. Pour moi, c'est du premium parce que ta demande locative va exploser puisque tous les gens qui n'ont pas de voiture, etc., tu vas les attraper facilement. Donc ça, voilà, ça, je peux avoir du 8-9, sachant qu'à l'époque, réussi à avoir du 10, mais j'avais pas mal de rénov à faire. Sinon, après, dès que je fais de la division, je vise minimum 10. Pourquoi? Parce que j'ai un risque derrière moi. Bien J'ai un sûr. risque. Bah, je dois respecter le plan local d'urbanisme de la ville. Des fois, j'ai un permis de construire à déposer. Par exemple, sur mon dernier projet, il y avait une boulangerie. J'ai dû la transformer en habitation, donc j'ai un changement d'affectation à faire. Mm. J'ai des colonnes électriques avec Enedis à gérer. En fait, tu dois te payer en rentabilité. Sinon, dans ces cas-là, si tu as du 7 ou 8, je préfère investir dans un logement qui est déjà fait, avec un peu de rénov et pas me prendre la tête. Tu comprends? Donc, pour moi, si je vais au-delà de 10, c'est parce que derrière, il y a un travail que d'autres ne feront pas ou qui n'ont pas les compétences de faire. Donc, c'est pas de la magie. Tout le monde me dit, ouais, 10 ou 12, c'est de la magie. Sachant que sur mon dernier projet, je suis même à 15, je suis même pas à 10. Là, je dis 10 parce que, C'est voilà, un minimum. c'est dur, c'est un minimum. Mais derrière, il y a du travail, tu Bien sûr, c'est le comprends? Et stress. ce travail, je dois être rémunéré. Bien sûr, ben, Je dois être rémunéré en rentabilité, bien tu sûr. vois? Donc, c'est pour ça que la division rémunère plus, mais derrière, tu as plus de travail, tu as plus de risques. Et Et juste un petit point, je connais quelqu'un aussi à une licence. Tu m'entends? ouais, ouais, très bien, ouais. Ouais, je disais, il y a beaucoup aussi de gens qui investissent dans l'immobilier à 3-4%, des gens lambda qui investissent dans l'immobilier, qui vont se prendre la tête à gérer un locataire, qui vont se prendre la tête à avoir peut-être un risque quelconque de dégradation de l'appartement, qu'au derrière, ils investissent sur une SCPI en ligne, ils vont avoir ils vont avoir plus, ils vont rien faire, ils auront un gérant qui va tout gérer, ils auront un portefeuille diversifié, et c'est ça que les investisseurs ont du mal à comprendre parfois, c'est que ta rentabilité est liée à ton risque et aussi liée au travail que tu vas faire derrière. Si demain tu fais une division, bah, si tu as du 6%, ça sert à rien. Investir dans un logement lambda, Ouais, pour ou une même société euros. même de clé en main, du 6, t'as rien à faire. Et au final, voilà. Donc c'est pour ça que mes rentabilités, c'est juste lié aussi également à la spécificité de la division ou même de l'immeuble de rapport. Quelqu'un qui achète un immeuble de rapport, Oui, oui. obligatoirement, il demande une rentabilité supérieure. Il y a plus de risques de rénovation. Bref, c'est un projet un peu plus gros qu'un appartement lambda. Donc c'est normal qu'un immeuble de rapport demande un peu plus de rentabilité. Et Voilà. en termes de stratégie de recherche, est-ce que tu as un quota? Là, tu disais que ton premier bien, c'était dans une ville de 150 000 habitants. Est-ce que tu te dis, il y a, je sais pas, il faut que la ville fasse 15 000, 20 000, sinon en dessous, j'y vais pas? Ou alors, Non. est-ce que tu peux Moi, taper? j'ai une ville. Moi, je comprends ta question. Moi, j'ai une ville. Mon dernier immeuble, c'est une ville à la 7-8 000 habitants. Mais après, ma demande locative est très forte. Ma demande locative, d'ailleurs, est plus forte que ma ville de 150 000 habitants. Ok. Donc, ça veut rien dire. C'est juste que moi aussi, je pense en termes de liquidité. Pour revendre un bien dans une ville proche d'un tramway à 150 000 habitants ou un immeuble, ce sera plus rapide qu'une ville de 7-8 000 habitants. Tu comprends? Parce que généralement, quand tu investis dans une ville plus grande, tu as plus d'investisseurs parce que les investisseurs ne cherchent pas dans les coins autour. Généralement, ils veulent souvent, surtout les SCI familiales, des gens qui héritent de l'argent ou qui veulent investir dans les mots, ils vont aller plutôt dans des grandes villes. Ils vont pas prendre Mhm. vraiment de risques. Sachant que dans des petites villes, j'ai même plus de rendement, des Bah, fois, c'est j'ai sûr. même plus de demandes locatives dans des petites villes que dans des grandes villes. Mais après, je pense juste en termes de liquidité. Il faut que mon portefeuille aussi, il soit liquide. Imagine, demain, il m'arrive un truc de fou, j'ai besoin d'argent, il faut que je liquide un immeuble. Bah, j'ai pas envie que ça me prenne 6 2 ans. mois. J'ai Ouais, envie que ouais. ça me prenne 2 mois, tu vois.
C'est pour ça aussi que je joue aussi sur la liquidité. Sur les Mais différents- liquidité égale moins de rendement. Ouais. Ok. Non, c'est très très intéressant. C'est vrai que moi j'avais en tête, là sur mon premier immeuble, on est dans une ville de 50 000 habitants, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, ville étudiante, en plus donc bonne demande locative. Là, je suis sur un projet, je touche du bois, j'espère que ça va aller au bout. On est sur une ville de 6 000 habitants, mais pareil, les fausses annonces intéressantes, pas mal de demandes. Donc, mais par contre, oui, c'est vrai que de but en blanc, tu te dis à une ville de 6 000 habitants, bon, j'y serais pas forcément allé, mais force est de constater que finalement, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne affaire. Ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire en termes de demande locative. Tu peux avoir des villes, ouais, tu peux avoir des villes avec peu d'habitants. Bon, je te dis pas qu'il y a 50 habitants, hein, mais on va dire des milliers d'habitants qui soient proches d'une grande ville ou proches d'un pôle Ouais, tout à fait. attractif. Mm. Bah là, tu peux avoir une très forte demande locative. C'est surtout en termes de liquidité que ça va jouer. Parce que tu vas mettre plus de temps à vendre un immeuble dans une ville de huit à 10 000 habitants qu'une ville à 150 000 habitants. Ouais, c'est C'est sûr. juste ça finalement. Après, la demande, si tu as un gros pôle d'activité, il n'y a pas assez de logements autour, tu peux avoir une forte demande sur une ville de 7 8 000 habitants, hein. Ouais, clairement. Ça veut rien dire, hein. Euh, Ben voilà, c'est la liquidité. c'est intéressant, tu vois, je l'avais pas beaucoup entendu parler. Cet aspect-là de l'immobilier, il est pas souvent évoqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est bah qui est important, hein, parce que c'est clair, comme tu dis, si du jour au lendemain, pour X raison, tu as besoin d'argent, c'est vrai que déjà le process d'une vente immobilière, c'est long, c'est chiant. Alors si en plus tu mets du temps à trouver ton acheteur, ouais, c'est emmerdant, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, Puis j'ai une villa à Bali aussi. Je sais à pas ça, si on en a oui, pas parlé. J'ai on acheté en une a villa pas à parlé, Bali. c'est dans mes prochaines questions. Le petit kiff, Ouais, bah pour l'instant ça se passe bien, mais le pays il est fermé actuellement. ok, Il est fermé aux touristes internationaux. Mais ça va, j'ai réussi comme. Bon là je suis plein jusqu'à novembre. J'ai eu la chance bon après ça se loue quand même, mais je loue moins cher. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'expatriés ou de télétravail. Et eux, ils te louent la villa pendant 2 3 mois à des prix quand même intéressants. Ce qui fait que bah, quand le pays va ouvrir, je serai prêt en tout cas. Mais là, je gagne de l'argent malgré que le pays soit fermé. Donc, je suis très confiant pour l'avenir, en fait. ok. Ça t'es passé avec Magnitude? Ouais, je passais avec Magnitude parce que, en fait, le fondateur, il habite derrière chez moi, en fait, Ok, Nicolas. ok. Il est venu d'ailleurs chez moi. Il est venu il y a un mois. On a fait une vidéo ensemble que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc je suis passé par eux parce que je le connaissais, je connaissais des gens qui le connaissaient. Il avait bonne répute et voilà. Puis moi, ça faisait longtemps que je cherchais à investir, pas à Bali mais à l'étranger. Et puis Nicolas, en fait, il m'a convaincu. Et puis j'y suis allé quoi. Et puis je regrette pas aujourd'hui parce que c'est vrai, c'est vraiment bon. Là, les constructions sont de bonne qualité et c'est surtout la gestion. Pour te dire, l'autre fois, j'ai fait une vidéo avec la responsable de Magnitude Management, donc qui gère ta villa, et les mecs, ils nettoyaient la poussière sur les palmiers et tout. Tu vois, c'est vraiment, ils sont vraiment dans les détails. Ok. Donc Mais c'est ce c'est qui fait non la non différence, c'est hein. puis j'ai Ok. comment Je dis c'est ce qui fait la différence, ouais. le détail, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, c'est un bon investissement. Après, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier, c'est qu'il est en Oui, c'est ce que cash. j'allais dire, c'est que du cash, ouais. Mm. Donc j'aurais pu faire plus d'argent, du moins sur le long terme, je sais pas, mais sur le moyen terme, court terme, en prenant cet argent-là, en le mettant en apport et lever de l'argent encore pour acheter un immeuble. Mais j'ai voulu diversifier. Comme je te dis, moi, je suis pas à vouloir gagner le plus possible. Je suis plutôt à diversifier en liquidité, en rentabilité et en zone géographique. Et à partir du moment où ça permet de vivre confortablement, je vais pas gratter 4 5 000 euros de plus par mois juste en faisant encore du crédit, du crédit, du crédit, du crédit. Ça me sert à rien. Là, j'ai du cash, la villa tourne. Euh, le cash flow, du moins les loyers, c'est directement dans la société là-bas. Si je veux réinvestir, je réinvestis. Mais c'est que je dors bien parce que je suis diversifié. Tu Bien comprends? sûr, j'entends.
C'est carrément. ça qui est important aussi. Il faut pas toujours penser, parce que je vois beaucoup d'influenceurs sur Internet, faut emprunter au max. Moi, j'ai emprunté 5 millions, regarde, c'est des foutaises. Emprunter 5 millions, c'est bien, mais ça te sert à quoi en fait? Si demain, tu as une galère ou il y a une crise en France de l'immobilier et tout, tu es impacté tout de suite. Que si tu diversifiais, tu dors bien, tu as des choses en cash, tu as des choses en effet de levier, c'est bien, mais il faut toujours diversifier. Et même à la Rothschild, hein, les grosses fortunes, bon, ils n'ont pas notre patrimoine, mais ils diversifient, que ça soit en effet de levier, mais en cash. Des fois, ils vont investir des mobiliers en cash, des fois en effet de levier. C'est une question de gestion du risque, tout simplement, et en zone géographique également. Ouais, mais c'est là où ton parcours d'analyste financier te sert énormément, c'est que tu as vraiment pu observer un petit peu, un peu Oui, des. voilà, c'est ça. C'est extra. Ouais, Mm, mm. alors j'allais dire c'est une chance, mais je crois pas à la chance. Je pense que la chance, ça se provoque. Donc tes études et le mérite que Ouais, tu as. mais après, c'est clair que c'est une chance, des fois, c'est quand même un peu de chance d'être dans le bon milieu, quoi, pour apprendre plus vite. Après, si on a la volonté, on peut y arriver sans être Voilà. dans ce milieu-là, mais c'est toujours une chance d'être dans un milieu d'investissement et de comprendre plus rapidement comment investir, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, et voilà. Euh, on a pas mal parlé d'IMO. Est-ce que je sais que tu fais travailler ton argent un petit peu différemment également. Tu as pas mal parlé de plateformes P2P. Tu en testes une nouvelle là dernièrement. Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a d'autres façons Bon, d'investir ton argent que tu utilises? En fait, donc l'immobilier, c'est l'effet de levier, mais mes cash flows, après, je les réinvestis. Et donc moi, j'aime bien les plateformes P2P. Pourquoi? Parce que bon, déjà, j'explique le concept. C'est les plateformes P2P. Bon, il y a plusieurs acteurs, hein. Il y a Mintos, bref, il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont intermédiaires entre un acheteur, un prêteur et quelqu'un qui veut emprunter. Mais il faut savoir que à l'étranger, que ça soit dans les pays autres que la France où on a des taux bas, le crédit à la conso à 11, 12, 13, 15%, c'est normal. Même aux États-Unis, un crédit conso à 8, 10%, c'est normal. En France, on tourne en moyenne sur 5 ans, on va tourner autour de 4, 5%, ce qui est déjà très élevé, sachant que les marchés, les taux sont très bas sur les marchés. Ce qui fait que moi, je profite d'Internet, tout simplement, de ces intermédiaires pour prêter mon argent à des taux, à des pays, à des gens qui sont dans les pays, qui veulent s'acheter une voiture, qui veulent s'acheter même une maison, qui veulent s'acheter même pour leur business, profiter que si ils empruntent dans leur pays, ils vont être à 10, 12, 15, parce que les taux dans les pays là-bas, les taux sur les marchés sont élevés, Ouais. et je prête mon argent là-bas. Ce qui fait que pour moi, c'est moins risqué. C'est pas que c'est moins risqué, c'est que le taux est moins corrélé au risque. Pourquoi? Parce que les taux sont déjà plus élevés dans ces pays-là. Ça veut dire que si je prête à un Français qui veut s'acheter une voiture à 3 ou, je sais pas moi, un Estonien qui veut emprunter à 10, mon risque indirectement, il sera le même. Parce que je prêterai beaucoup moins, ce sera pas la même voiture. Le Français va acheter une voiture à 30 000 euros, dans le pays de l'Est, ça va être à 10 000, tu vois. Mais au final, ton risque lié au salaire de la personne, généralement, c'est le risque elle-même. Sauf j'ai des plus gros intérêts. Et ce qui est bien dans les plateformes P2P, c'est que, bon après j'expliquerai également le risque qu'il y a, mais ce qui est bien, c'est que tu peux retirer ton argent rapidement. Tu peux prendre des prêts de 3 mois, un mois. Par exemple, mes cautions de mes locataires, là j'ai touché, parce que sur mon dernier immeuble, j'ai touché à peu près 11 000 euros de caution. Ça, je préfère les mettre sur des durées courtes, à 3, 6 mois, en maîtrisant un peu les prêts à 10, 11%, que de les mettre sur un livret A ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Sachant que moi, j'ai du turnover, donc moi, j'utilise la caution du nouveau pour le prochain, ce qui fait que même mon risque est limité. Par exemple, au pire des cas, j'ai un souci sur un prêt, je sais que je serai pas en galère parce que le nouveau arrivant va payer la caution de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je préfère placer mon argent sur des plateformes P2P. Donc, j'investis pas mal. J'utilise beaucoup Mintos. Ouais, moi aussi. J'utilise Peerberry. J'utilise
Bulk Estate. Donc là, c'est plus pour de l'immobilier dans les pays de l'Est. Voilà, j'utilise. Là, je suis en train d'utiliser un nouveau. Je suis en train de voir un peu les flux. Mais aujourd'hui, pour moi, le plus cohérent, c'est Pierre Berry, plus que Mintos, Ok. parce que les prêts, en fait, les prêts appartiennent à la société. Ça veut dire que la société, elle fait de l'argent comment? Elle emprunte sur les marchés de l'argent qu'elle prête à des consommateurs. Elle se fait une marge, hein, comme une banque, comme un Sofinco, comme un Cofidis. Et en même temps, ils ont cette activité annexe de P2P. Ça veut dire qu'ils empruntent de l'argent à moi ou à d'autres. Ils prêtent à leurs clients et eux, ils se font juste une marge entre les deux de 1%, 0,5, ça On dépend arrive à des avoir des plateformes. mêmes rendements que sur Mintos à 10, 11, 12 facilement? Ouais, à peu près entre 10, en moyenne, tu as 10,5, 11. Sachant que l'avantage, c'est que cette plateforme-là, depuis sa création, donc ça fait maintenant 5, 6 ans, il y a eu zéro défaut. Ok. Pourquoi? Parce que c'est leurs clients. Mintos, la différence, c'est que Mintos, ils ont beaucoup de sociétés qui travaillent avec eux. Ça veut dire que moi, demain, imaginons, on ouvre une société, nous, de crédit, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On propose notre clientèle sur la plateforme Mintos. Mintos, il va lever de l'argent à 10 et nous, on va prêter à 12. Mintos va se prendre une marge et nous une marge, d'accord? Mais le problème de Mintos, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de sociétés de prêt. Même s'ils ils notent, hein, ils analysent les sociétés pour noter les sociétés. Mais le problème de Mintos, même si j'aime bien, hein, je suis actif dessus, c'est que je trouve un peu plus risqué que des sociétés comme Pierre Berry, que c'est leurs propres clients et leur propre société de prêt. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont 20, en plus, Pierre Berry, l'année dernière, ils ont fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur leur business de crédit conso. Donc, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est des acteurs également, contrairement à Mintos où c'est que des intermédiaires. C'est Donc ça un là, peu la différence, toi, tu vois. tu fais du, enfin, j'en sais rien, la proportion, mais, pas du moite-moite, mais tu essayes de dispatcher entre ces différents organismes aussi pour te diversifier, diluer le risque. Exactement. Ouais, C'est ça. C'est ça. ok. C'est ça. Moi, en fait, mon objectif, ce serait de mettre, bon, après, sur on va dire, les 5 prochaines années, d'avoir au moins sur toutes ces plateformes à peu près 200 000 euros pour à peu près avoir 2 000 euros par mois, 2 500, on verra suivant de revenus juste liés au P2P, tu vois. On va dire que c'est un salaire Bien sûr. médian français. Et puis voilà, et puis j'investis beaucoup aussi, bah, j'investis sur les marchés financiers, PEA, voilà, comme tout le monde, plutôt sur des mid-cap ou sur des sociétés historiques, on va dire. J'investis peu aux États-Unis parce que pour moi, là, en fait, quand il y a les records, etc., j'aime pas trop. Et j'investis pas beaucoup sur les cryptos, même si j'ai investi, j'ai commencé à investir sur les cryptos en 2014-2015. Ok. Mais après, les cryptos, pour moi, en fait, moi, je suis un financier, tu vois. Et quand tu es financier, quand tu analyses une société ou quand tu analyses, avant de placer ton argent, tu regardes combien de bénéfices nets ça rapporte euh, la société. Un exemple bête, si je veux investir dans je sais pas moi, une société bancaire, je vais regarder, OK, chaque année, combien elle a de bénéfices nets. Parce que je sais que ça dégage des revenus. Et le problème du Bitcoin ou des choses comme ça aujourd'hui, pour moi, hein, après c'est mon avis perso, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont à fond dans le Bitcoin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le Bitcoin, j'ai reçu plein de commentaires, arrête de parler de Bitcoin, etc., comme si je m'y connaissais pas, tu vois. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est bien, c'est la mode. Il y a beaucoup, beaucoup d'influence dessus. Il y a beaucoup de lobbying aussi dessus. Il faut comprendre que même moi, même à la Rothschild, dans des grosses banques comme ça, tu as des gens qui font du lobbying. Ça veut dire, c'est des gens qui ont du Bitcoin, qui ont de l'Ethereum, qui ont beaucoup d'actifs de ce type-là et qui ont assez d'argent pour payer des sociétés de lobbying pour justement promouvoir cette monnaie parce que plus cette monnaie va être Ça va mise monter. plus front d'argent. Bah Tu oui. comprends? Bah C'est oui. un peu marketing d'image lié à la monnaie. Mais aujourd'hui, le problème que j'ai avec ça, c'est que tu te poses la question, par exemple, l'or. Il y en a qui disent, ouais, c'est comme l'or. Ok. Mais l'or, avec l'or, tu fabriques des bijoux. C'est dans les composants électroniques.
c'est dans les microprocesseurs. D'ailleurs, on est en pénurie. C'est une matière première. Faut pas l'oublier. Donc, tu peux pas comparer avec l'or. Tu peux pas comparer avec les matières premières parce qu'on l'utilise au quotidien pour justement, dans notre vie de tous les jours. Dans mon ordinateur, il y a de l'or. Tu vois, c'est des composants qui sont vraiment utiles. Le Bitcoin, c'est bien, mais aujourd'hui, la technologie va rester, ça c'est clair et net. Mais après, le Bitcoin en tant que tel, est-ce que aujourd'hui, même Tesla aujourd'hui, tout le monde me dit, Tesla utilise le Bitcoin, c'est bien, mais il faut savoir une chose, c'est que Tesla, dans sa stratégie, c'est de se dire, tous les jeunes qui ont fait de l'argent avec le Bitcoin, ils aimeraient bien qu'ils l'utilisent pour acheter des voitures. C'est ça Ouais. leur objectif. C'est pas te dire, ah, le Bitcoin, c'est cool. C'est très risqué pour Tesla de prendre le Bitcoin comme monnaie d'échange. Pourquoi? Parce que ils vont vendre une voiture aujourd'hui à, je sais pas, à tant de Bitcoin qui fait 35 000 euros. Demain, imaginons, Le comme il y a Bitcoin eu hier, 10 ou 15. 10%, Oui. exactement, et ben leur marge, elle est finie. Bah oui. Donc, aucune société aujourd'hui peut utiliser le Bitcoin parce que leur marge, il suffit aller entre 5 et 15%, et ben ils sont dans les clous parce que le Bitcoin, il peut varier de 5 à Ouais. 15% dans la journée. T'as vu ça, il y Donc, a personne peut toujours. l'utiliser. C'est ça la problématique. Aujourd'hui, une monnaie qui serait super bien, c'est une monnaie comme le Bitcoin, moins volatile. Et il y a une autre chose qu'il faut qu'on sache aussi, c'est qu'avec le Bitcoin, il n'y a pas de politique monétaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un État, par exemple le Salvador, ils vont pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que ils peuvent pas créer de la monnaie. Et c'est ça l'objectif du Bitcoin, c'est que ça soit limité. Mais aujourd'hui, si on sort du Covid, c'est grâce à la création monétaire. Sinon, aujourd'hui, on serait tous au chômage. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils ont. Après, voilà, moi, j'ai fait des études d'économie, de finance. Je suis passionné par l'économie. Je lis beaucoup de livres économiques. Et malheureusement, ceux qui achètent du Bitcoin, ils devraient déjà commencer par là et ensuite investir dans cette monnaie-là et comprendre un peu le fonctionnement. Après, je dis pas qu'il faut pas y investir dessus. Je dis juste qu'il faut faire très très attention Bien sûr. parce que c'est un marché qui est tenu par très peu de gens et qui peuvent faire bouger les marchés. Et je pense pas que sur le long terme ça va durer parce que il suffit que Elon Musk il parle, ça augmente. Il suffit qu'il en parle plus, ça baisse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence financière et c'est interdit hein, légalement de faire bouger les marchés via des annonces. Donc, je pense que sur le moyen long terme, le Bitcoin, ça va être difficile qu'il tienne. Après, c'est un avis perso, hein, il faudra faire une interview dans 10 ans. Non, non, mais c'est intéressant. Après, ouais, plus que le Bitcoin en tant que tel, je pense que c'est vraiment la technologie blockchain, en effet, qui, Voilà, au fur et à mesure, va s'incorporer dans notre quotidien. exactement. Tu vois, moi, je vois Voilà, plus comme ça. Le BTC, oui, c'est aujourd'hui, ça a été la première crypto à être créée. C'est aujourd'hui, il y a un engouement, mais moi, je crois plus, en effet, peut-être à certaines technologies annexes autour de cette blockchain exactement. Oui, bien sûr. sur le quotidien, toi, sur les smart contracts, des choses comme ça, vont pouvoir simplifier un petit peu pas mal de choses, quoi. Non, parce que moi, sur mon Insta, beaucoup de jeunes, voilà, ils disent, ouais, là, j'ai investi toute mon épargne sur les cryptos. J'ai même un gars qui m'a dit, il voulait faire un crédit, son crédit étudiant. Écoute-moi, hein. Son crédit étudiant, il voulait le mettre sur le Bitcoin. Arrive un moment, c'est juste que je veux alerter. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Mais moi, j'ai connu des crises financières, 2008, tout ça. Aujourd'hui, même maintenant, les marchés sont très très hauts. Là, il y a les banques centrales qui aident énormément. Aujourd'hui, le Bitcoin, s'il est aussi élevé également, c'est parce qu'il y a les banques centrales, il y a de plus en plus de monnaie. Et aujourd'hui, cet argent-là, il est où sur les actions? Il est sur le non-coté, donc l'immobilier. Il est également sur les actifs numériques parce que c'est la mode, on en parle beaucoup, mais c'est comme à l'époque, hein, en 2000, il y avait des sociétés, on en parlait énormément, aujourd'hui on n'en parle plus, et qui avaient fait des parcours encore plus élevés que le Bitcoin. C'est pour Mhm. ça qu'il faut être très... J'alerte juste, après, chacun est libre de ses choix. C'est juste qu'il faut comprendre avant d'investir. Moi, Bien sûr. quand à l'époque j'avais investi sur l'Ethereum, euh, j'ai essayé de comprendre un peu la technologie. Après, je la connais pas comme un spécialiste ou un développeur ou un mineur. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut toujours essayer de comprendre un minimum. Et moi, le Bitcoin, ce qui me dérange, c'est que quand j'investis 1 euro, qu'est-ce qui me rapporte en termes de cash flow? C'est pas une société, il n'a pas de chiffre d'affaires. C'est pas de l'intérêt comme Mintos, parce que derrière, il n'y a pas d'intérêt de consommation, d'accord? Il n'y a pas de contrat. Et après, c'est une volatilité qui est liée sur l'offre et la demande. Par rapport à quoi? Tu comprends?
C'est difficile à comprendre. Et c'est ça la problématique des monnaies numériques aujourd'hui. C'est plus, comme je dis, du lobbying aujourd'hui que qu'autre chose, quoi. C'est ça qui me dérange un peu, mais bon, après, voilà. Ok. Non, non, C'est mais mon avis perso. on peut pas être focus partout, hein. Donc faut bien en laisser de côté, hein. Moi, c'est vrai que la crypto, ça, c'est une petite part, mais une part présente quand même. Mais on peut passer des heures, des heures, des heures à tout analyser. Donc bon, j'ai Oui, pas. voilà, c'est ça. C'est ça. Après, voilà, hein, seul l'avenir nous le dira. De toute façon, il n'y a pas de. Mais aujourd'hui, je préfère investir à du 11% sur du P2P. Je trouve ça largement moins risqué entre mon rendement risque qu'une crypto. Il y a un autre exemple, un mec qui va faire de l'achat IMO, qui va mettre 10 000 euros sur la table, il va lever, je sais pas, moi je dis au hasard, qui va lever 150 000. Aujourd'hui, ces 10 000 euros, s'il a allé 10% de rentabilité sur ces 150 000, il a 11 000 par an. Donc, il fait du 100% de son cash injecté par an, ce qui est plus important que va faire le Bitcoin dans les prochaines années. Donc, pour moi, l'immobilier aujourd'hui, si tu pars de zéro, il n'y a pas mieux pour faire de la rentabilité de ton cash injecté. Je parle du cash injecté, hein, tu vois. Non, c'est vrai. Je te rejoins bien là-dessus. J'ai balayé à peu près l'ensemble des questions. On a même parlé d'autres choses encore mieux que ce que je pensais. Donc c'est vraiment extra. Euh, Merci beaucoup. C'est le Bah, moment de où rien. tu fais ta pub. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quelle plateforme? De toute façon, je mettrai tous les liens dont on a parlé dans la description, juste en dessous pour que les gens puissent te retrouver facilement. Mais voilà, dis-nous un petit Donc peu. moi, c'est vivre de tes investissements, vivre de tes investissements. Voilà, c'est un peu mon nom, entre guillemets, mon nom de scène. J'ai une chaîne YouTube, Vive de tes investissements. J'ai un Instagram, Vive de tes investissements. Et puis là, j'aurai un cabinet de gestion privée, en fait, on va dire du conseil financier, Ok, agréé AMF, hein, je répète toujours parce que il y a tout le monde qui se dit conseiller financier, mais bon, il faut être agréé par l'AMF. Je suis en train justement de créer mon site vive de tes investissements.fr, mais qui est toujours pas opérationnel, mais ça va l'être dans les prochaines semaines. Et puis ok. voilà, à part ça, j'ai rien d'autre. C'est déjà très complet. Merci encore pour avoir joué le jeu. Tu as Pas de partagé souci. beaucoup de contenu, beaucoup de valeur. Donc, c'est vraiment extra. Je suis très content et je te remercie encore. Pas Euh, de rien. je te souhaite une très belle Il journée. faudra, Ouais, ouais, dis-moi. toi aussi. Il faudra juste. Non, mais on parlera hors antenne. Il faudra que tu coupes. Désolé, je t'ai fait faire un travail, mais on T'inquiète. parlera hors antenne. Je voulais juste savoir où est-ce qu'il y a le podcast pour que moi également je puisse le faire, Ouais, mettre dans mes réseaux. ouais. Je te partagerai le lien de tout ça et puis euh, avec grand plaisir. Mais ouais, faut envoyer du pâté là. Faut qu'il y ait 10 000 écoutes sur ce podcast. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et puis, non, c'est très sympa d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé un petit peu ton parcours qui est très complet. Et c'est vraiment, c'est ce que j'aime avec toi, c'est ta simplicité, c'est ce que je te disais. C'est pour ça que je suis venu vers toi parce que, bah voilà, t'es monsieur tout le monde finalement. Tu te prends pas la tête. Encore une fois, t'as des valeurs qui sont simples et c'est ce qui me plaît en fait. Et t'as cette vision des choses de par ton parcours, tes études, ton parcours, voilà, dans le salariat et puis tout ce que t'as développé à côté dans l'immobilier, c'est vraiment admirable. Donc encore félicitations pour tout ça. J'espère un jour Bah, atteindre merci beaucoup. ce niveau Bah, il n'y a et pas de raison, hein. Il y a rien ouais, de, c'est que la volonté. exactement. Donc voilà. Merci beaucoup Jérémy. Je te souhaite Bah, une merci excellente encore. journée et je te dis à très très vite. Ciao. Allez.